premier jour que l'étude du corps humain renvoie à l'étude des os, des muscles. Et après, on va voir comment ces os-là, ou bien les segments du corps, sont reliés. Et cette partie qui étudie les articulations du corps s'appelle l'arthrologie. Donc c'est l'étude des articulations. Nous avons bien dit la branche de l'anatomie qui étudie les articulations. Alors, nous n'allons plus revenir sur la définition de l'arthrologie parce que nous l'avons fait en introduction de tout le cours. On a dit que c'est la branche de l'anatomie qui étudie les articulations du corps humain. Et comment est-ce qu'on a défini une articulation? Oui. Une articulation, c'est la rencontre entre deux ou plusieurs os. Voilà, le lieu de rencontre. Il faut au moins deux os. C'est limité. C'est les articulations qui ont deux os, trois, et ainsi de suite. Mais sauf que, tout comme les os, les muscles, les articulations, on les met par classe. Parce que toutes les articulations se ressemblent pas. Ou alors ne fonctionnent pas de la même façon. Donc, c'est pour ça que nous parlons de la classification des articulations. Donc, on peut classifier les articulations en fonction de la structure, des éléments qui constituent cette articulation. C'est ce qu'on va appeler une classification structurale. Est-ce qu'il y a des cartilages là-bas? Est-ce qu'il y a des fibres? Est-ce qu'il y a la gaine synoviale? On regarde tout ça. Et en fonction des éléments qui constituent les articulations, on va les classer, on va les mettre par classe. Donc il y a un premier critère qui regarde les structures de l'articulation. Est-ce que l'articulation a des cartilages? Est-ce que l'articulation a la gaine synoviale? Est-ce qu'il y a la présence, comment se présentent les cavités, les surfaces articulaires, si on peut dire comme ça, comment ça se présente? Et en fonction de ça, on va classer. Et à ce niveau, on distingue trois types d'articulations. Les articulations fibreuses, les articulations cartilagineuses, les articulations synoviales. Et la flèche vous indique le type d'articulation. Lorsqu'on parle de fibreuses, regardez, par exemple, les os du crâne. Les articulations cartilagineuses, vous voyez, ça se situe au niveau des membres. Et les articulations synoviales aussi, toujours au tracé du même endroit. Donc, les schémas là vous indiquent à peu près à quel niveau du corps on trouve ce type d'articulation. Mais retenez que lorsqu'on regarde la structure des articulations, on distingue trois classes d'articulations. Mais on peut aussi utiliser un autre critère qui est lié au degré de mobilité. Donc, est-ce que l'articulation est immobile? Est-ce que l'articulation est un peu mobile ou bien c'est amplement mobile? Par exemple, lorsque vous prenez les articulations des os du crâne, est-ce que ça bouge? Non. Alors, ce sont des articulations immobiles ou bien articulations fixes. Et si on veut faire la correspondance, on verra que ça correspond aux articulations fibreuses. Et les articulations mobiles. J'ai écrit deux fois. Ici, c'est semi-mobile. Je vais corriger ça immédiatement.
que, avant ça, les articulations immobiles, on peut aussi les appeler les synacroses. Donc le nom entre parenthèses correspond à l'autre nom de l'articulation. Et vous voyez très bien que les articulations immobiles sont les articulations, par exemple, du crâne, que nous avons identifiées comme des articulations fibreuses. Et ici, les semi-mobiles vont parfois appeler amphiarthrose, sont les articulations qui ne bougent pas beaucoup. Par exemple, les articulations de la colonne vertébrale, ça ne c'est pas très mobile. Il n'est même pas indiqué que ce soit beaucoup mobile parce que la colonne vertébrale conserve la moelle épinière qui est aussi vitale pour l'individu. Donc, et on appelle les articulations mobiles, on appelle encore les diarthroses. Par exemple, l'articulation de l'épaule, du coude, des genoux, de la hanche. Donc les articulations qui effectuent des grands mouvements, des mouvements avec des angles un peu plus grands. Donc soit vous retenez que vous retenez globalement qu'il y a 3 types d'articulations. Vous pouvez les classer selon les structures et à ce moment on va dire qu'il y a les articulations fibreuses, les articulations cartilagineuses et les articulations synoviales. Ou alors vous retenez qu'il y a 3 types d'articulations en fonction de la mobilité. À ce moment, on dira qu'il y a des articulations immobiles, des articulations semi-mobiles et des articulations mobiles. Et au niveau de la classification des articulations, voilà ça. Et comme la dernière fois, je vous disais, le PowerPoint ou alors le slide va vous montrer, va vous expliquer, va vous donner les descriptions et vous aurez les schémas pour visualiser. Vous aurez les schémas. Donc en ce qui concerne les classes d'articulation, voilà ce qu'on peut voir et ce qu'on peut retenir. S'il y en a d'autres, peut-être ce sera quelque chose, une invention qu'on vient de trouver. Quelque chose qu'on vient de trouver. Mais en attendant, voilà les 3 types d'articulation que nous avons. Oui. Vous venez d'arriver. Ok, c'est normal. Voilà, quelqu'un peut lui expliquer. Parce que là, on va il a dit que l'enseignant dit que la classification des articulations se fait à 2 niveaux. Premier niveau, au niveau de la structure, on les classe en fonction de leur structure. Ici, on a des articulations fibreuses, cartilagineuses et synoviales. On les classe également en fonction de leur fonction structurelle. De leur mobilité. Degré de mobilité. Voilà. Ici, on parle d'articulation immobile, semi-mobile et mobile. Et lorsqu'on fait la correspondance, on va voir que les articulations immobiles correspondent aux articulations fibreuses. Les semi-mobiles correspondent aux cartilagineuses et les mobiles correspondent aux synoviales. Et vous verrez que dans les articulations mobiles, c'est à ce niveau qu'on va trouver la synovie, donc le lubrifiant dont on parlait l'autre jour. Ailleurs, on n'aura pas ça. Voilà. Mais si ça nous rassure, ça veut dire que vous suivez très bien. Félicitations. Voilà. Maintenant, lorsqu'on va spécifiquement au niveau des articulations fibreuses, vous voyez très bien. Le texte vous donne, vous décrit l'articulation fibreuse et les images vous orientent. Ça, ce sont quelques exemples. Mais les fibreuses sont beaucoup plus, comme on dit, l'articulation immobile, c'est beaucoup plus au niveau de la tête. On a dit que les os du crâne ou bien la tête ont des os qui sont soudés. Il y a plusieurs os au niveau de la tête, mais ces os-là sont soudés. Il y a juste un seul os qui est
mobile. Un seul. Voilà. Donc, la plupart des articulations de la tête sont des articulations immobiles ou alors des articulations fibreuses. Et ceci, ce sont les sous-classes des articulations immobiles. On a les sutures, on a les syndécroses, on a les compostes. Voilà, ce sont les sous-classes. C'est un peu comme on peut dire dans une famille, il y a encore, on dit la grande famille telle, mais à l'intérieur, chacun a son nom. Hein? Voilà. Maintenant, voilà les cartilagineuses qui sont les articulations semi-mobiles. Parce qu'à peu près, on les trouve, vous les voyez, il y a la colonne vertébrale d'abord, mais aussi au niveau de cette os, le sternum, avec où bien se relier les côtes. C'est pour ça qu'on peut faire, quand on fait le massage, vous allez voir qu'il y a, ça bouge un peu, ça peut s'aplatir, ça peut se relâcher. Et quand vous respirez, vous voyez bien que lorsque vous inspirez de l'air, votre cage thoracique s'ouvre. C'est parce que ces articulations ont la propriété de bouger un peu. Si c'était immobile, c'est que vous ne pouvez pas inspirer et puis la cage thoracique s'ouvre. Et quand vous expirez, la cage thoracique se rétrécit. C'est parce que ces articulations ont la propriété quand même de bouger un peu, mais pas amplement. Pas amplement. Donc dans le corps humain, on peut identifier un bon nombre d'articulations qui sont semi-mobiles. Et ici, vous avez encore les sous-classes, les synchondroses et les symphyses. Là, ce sont les sous-classes de l'articulation immobile. Je vous ai dit le schéma que vous aurez vous allez avoir. Où est-ce qu'on peut trouver, par exemple, cette articulation? Ici, c'est la colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Vous voyez les disques intervertébraux, et ça, c'est le corps des vertèbres. Et il faudrait, c'est pour cette raison que vous voyez, vous pouvez quand même vous baisser, vous pouvez incliner la colonne vertébrale en avant, en arrière et sur les côtés, mais pas, ce n'est pas des grands mouvements. Ce n'est pas des grands mouvements. Et alors les synoviales, qui sont les articulations mobiles. On vous dit ce qui caractérise ces articulations, justement, c'est que vous voyez, il y a le cartilage articulaire, il y a la capsule, il y a le liquide synovial, il y a les ligaments, il y a les cavités. Il y a les cavités. Voici par exemple l'articulation de l'épaule. Oui. S'il vous plaît, monsieur, j'ai une question. Lorsque j'observais Incroyable Talent, une émission qui passait à la télé, je voyais des gens qui faisaient des torsions presque impossibles. Je voulais savoir comment est-ce que sont ce sont des dispositions naturelles. Parce que justement, vous devez aussi retenir au niveau des mouvements. Au cours de pédagogie, on va vous dire qu'il faut étirer, il faut assouplir. On étire le muscle, on n'étire pas l'articulation. On assouplit plutôt les articulations. Donc lorsqu'on parle d'assouplissement, cela concerne les mouvements de l'articulation. Et vous avez des personnes qui ont une souplesse naturelle. Moi j'ai vu en Chine des personnes, des femmes âgées de plus de 80 ans qui font encore le grand écart. Oui, vous avez des contorsionnistes, quelqu'un qui peut se mettre debout et se retourner et regarder carrément vers l'arrière. Ça, ce sont des contorsionnistes. Et puis, c'est des personnes qui ont une souplesse excessive au niveau des articulations. Ça veut dire qu'ils font des mouvements qui vont au-delà de l'angle naturel, de l'angle normal qu'une articulation doit réaliser.
Donc, ce sont des prédispositions naturelles, mais aussi, on voit dans certaines familles, surtout chez les Asiatiques là-bas, dès l'enfance, on entraîne l'enfant, on entraîne une personne à réaliser certains mouvements au-delà de l'angle prévu. Et ils grandissent déjà avec ces habitudes, ces dispositions. Ça fait que plus tard, ils peuvent réaliser des mouvements au-delà de ce que nous tous pouvons faire. Donc, c'est des personnes qui ont une souplesse articulaire au-delà de la normale. Bon, en réalité, est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est normal? Mais toujours est-il qu'on prescrit aux personnes âgées, on dit, plus vous prenez de l'âge, ce que vous devez faire comme mouvement, c'est développer davantage votre souplesse. En vieillissant, plus vous êtes souple, plus vous êtes à l'aise. Par contre, puisque le vieillissement des articulations tend à réduire la souplesse de l'articulation, vous devenez raide au fur et à mesure que vous vieillissez. Et ça devient un problème. Donc, si vous travaillez pour améliorer votre souplesse au fur et à mesure que vous vieillissez, c'est un signe de bonne santé, ça vous aide à mieux fonctionner dans la vie. Donc, si vous avez une personne âgée, conseillez-lui de faire beaucoup de mouvements de souplesse dans son activité physique. Donc, ceux-là, on les appelle les contorsionnistes, mais ça peut être naturel, ça peut être aussi le fruit d'un entraînement. Monsieur, Oui. s'il vous plaît, est-ce que c'est vrai que les femmes ont plus de souplesse naturellement que les hommes? Oui. On parle de souplesse ou de laxité, mais justement, les femmes ont ces prédispositions naturelles. Plus souples, les articulations sont plus souples, les ligaments chez eux présentent une laxité un peu plus élevée que chez l'homme. Oui. Monsieur, pardon, vous avez dit tout à l'heure que dans les pays asiatiques, en fait, ça s'entraîne là. Oui. On développe la souplesse et déjà à un certain âge, est-ce que c'est encore possible ou réalisable de pouvoir mieux manipuler notre articulation et quels sont les aliments vraiment qui favorisent le développement ou cette mobilité-là chez une personne qui est déjà âgée? Attendez, si jusqu'à un certain âge, il y a un certain mouvement que vous ne pouvez pas réaliser, vous n'avez pas acquis une certaine souplesse, même avec l'entraînement, vous ne pouvez pas atteindre les 100% de votre objectif. Vous allez tout au moins améliorer un peu. Améliorer juste un peu. Vous pouvez atteindre, je peux dire, les 2, 3, 4, 5%. Mais ça ne peut pas être du 100%. C'est pour ça que chez eux là, ils prennent la peine depuis le bas âge. C'est le fruit d'un long processus. Qui dure sur des années. Et l'enfant, donc, en se développant, il acquiert cette souplesse-là qui, avec l'entretien, va rester jusqu'à un âge avancé. Mais si vous attendez 70 ans pour pouvoir développer une certaine souplesse et penser atteindre les 100% de réalisation, ce serait comme si vous tirez sur une corde raide. Ça risque de se casser. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'alimentation, je vous avoue que je saurais vous dire, bon, ici, il faut manger ça pour être davantage souple. Au niveau des exercices à réaliser, moi je suis apte à vous dire ce qu'on peut faire pour la souplesse. Voilà. Oui. Oui. Monsieur, vous dites qu'on étire les muscles. Oui, on étire les muscles. On n'assouplit pas les muscles. On assouplit plutôt les articulations. Les articulations. Et c'est quoi en fait dans le muscle, dans l'articulation, il y a quelque chose qu'on fait pour les os, pour les articulations.
Non, je vous ai dit, l'os n'est pas flexible. L'os est rigide. Regardez les propriétés physiques de l'os. C'est plutôt quelque chose qui est dur. Je ne sais pas si vous pouvez prendre un morceau de bois et si vous allez étirer le bois. Ça n'a pas de propriétés élastiques. Par contre, le muscle, regardez, c'est que nous avons cité au niveau des propriétés des muscles. Il y a l'élasticité, il y a l'excitabilité, il y a la tonicité, il y a. C'est ça. Donc, le tissu musculaire a ces propriétés-là. Vous pouvez l'étirer. Maintenant, on vous dit, ne dites plus, parce que souvent on vous dit non, j'étire les articulations. On n'étire pas les articulations. On étire le muscle. Et on assouplit les articulations. Voici un mouvement d'assouplissement. Quand vous faites le mouvement fonctionnel d'une articulation, vous êtes en train de l'assouplir. Donc vous rendez vous donnez, vous stimulez les éléments d'attache de l'articulation pour que cela fonctionne bien. Mais si j'ai demandé, est-ce qu'il y a d'autres à respecter? Est-ce que les éléments pour ne pas endommager l'autre ou alors est-ce qu'il y a d'autres à respecter? Est-ce qu'il faut étirer d'abord la souplesse on fait comment on peut y voir? Non, sauf que l'étirement a un préalable. Oui, l'étirement a un préalable. Il y a c'était l'école qui va vous dire, c'est après l'exercice, après l'échauffement qu'il faut s'étirer. Il y a une autre école qui va vous dire, non, étirer avant l'échauffement. Et sauf pour vraiment en disant que bon, vous voyez, même dans le famille de monde, quand on s'étire, même le chat, on s'étire, même ça c'est chauffé. Mais dans l'activité physique, il y en a qui vont vous dire, lorsque vous vous échauffez avant de vous étirer, vous optimisez le fonctionnement du muscle. Et il va aussi vous dire, bon, si vous tirez doucement sur une corde, ça va se placer. Donc si vous tirez doucement sur le muscle, ça risque de se placer. Donc ce sont des efforts, chacun pratique ça. D'un côté comme l'autre, on accepte chacun sait qu'on fait son. Mais au niveau de l'articulation, on peut à tout moment on s'assouplit, même sans le cheveu. Même sans le cheveu. Et l'assouplissement vous est, comment dire, va stimuler le bon fonctionnement de l'articulation. Donc vous voyez, voici ce qui caractérise l'articulation synoviale. On dit synoviale, ça veut dire qu'il y a la présence de la synovie. Et là, il s'agit des articulations mobiles. On a cité les épaules, les coudes, les poignets, les genoux, les chevilles, la hanche. Bref, ce sont des articulations qui réalisent des mouvements avec une grande angulation, sont des articulations mobiles. Alors, mais il y a des facteurs qui influencent la stabilité d'une articulation parce qu'en réalité, l'articulation c'est l'endroit où les os se rencontrent et il doit y avoir des éléments d'attache. Par exemple, si vous prenez un carreau de bois, enfin plusieurs morceaux de bois, et que vous attachez, si vous attachez mal, ça va se disperser. C'est la même chose. Si l'articulation, les éléments d'attache d'une articulation ne sont pas bien organisés, solides, l'articulation va se disloquer. Alors, lorsqu'on parle de facteurs qui influencent la stabilité, parce qu'une articulation, on a besoin qu'une articulation soit stable. Si en marchant et que le membre supérieur se détache, ça tombe, là c'est plus normal. Vous avez intérêt que cela soit sur place et que lorsque même vous soulevez une charge, que l'articulation puisse résister. Alors, on vous dit que l'articulation synoviale, il y a 3 éléments qui aident à la stabilité de l'articulation synoviale. Il y a la nature des surfaces articulaires.
je suis obligé de prendre quelques ossements pour compléter. Oui. Et ceci, c'est l'humérus. L'humérus, c'est l'os du bras. L'omoplate, c'est. Voilà. Regardez bien cette cavité, cette surface articulaire. Voici la tête de l'humérus. Regardez le volume. Vous voyez que cette surface est petite pour prendre toute la tête là. Maintenant, comparé avec ceci. Comparé avec ça. Voici le fémur. Voici le fémur. Et ça, c'est l'os iliaque. Regardez la surface. Et regardez la tête. Vous voyez? Vous convenez avec moi que l'articulation, la hanche est donc plus stable que l'articulation de l'épaule. Et ça, c'est la nature des surfaces articulaires. On peut dire que plus la surface articulaire est étendue et profonde, plus l'articulation sera stable. Dans la vie même, il y a des gens ici qui disent que non, l'épaule sort tout le temps. Mais est-ce que vous entendez souvent que au niveau de la hanche, il y a la luxation? Voilà. Donc c'est pour dire que voilà un des facteurs qui aide à la stabilisation de l'articulation. Plus les surfaces seront étendues et profondes, plus l'articulation sera stable. Voilà deux exemples que vous avez vus. Il y a aussi le nombre et la position des ligaments. Les ligaments sont comme des. J'ai pris l'exemple d'un fagot de bois. Si vous utilisez une seule corde pour attacher plusieurs morceaux de bois, vous êtes d'accord avec moi que le fagot ne sera pas stable. À tout moment, vous allez se. Mais si vous utilisez plusieurs cordes et bien serrées, vous êtes sûr que le fagot sera stable. C'est la même chose. Plus une articulation a des ligaments, plus cette articulation sera stable. Et même ici au niveau de la hanche, il y a tellement de ligaments par rapport à l'articulation de l'épaule. C'est ça qui aide à la stabilité. Donc, moins une articulation aura des ligaments, moins cette articulation sera stable. Il y a aussi ce qu'on appelle le tonus musculaire. Au fur et à mesure que votre muscle perd la tonicité, parce que les tendons viennent aussi renforcer l'articulation, plus votre muscle va perdre sa tonicité, plus le tendon sera faible. Et ça va fragiliser donc l'articulation. Plus votre muscle aura du tonus, plus le tendon sera fort, plus votre articulation sera stable. C'est ce qu'on veut dire ici. Et ici, qu'est-ce qui aide au renforcement de tous ces éléments-là? Peut-être en dehors de la surface articulaire, puisqu'on ne peut pas changer. Mais s'il s'agit des ligaments, s'il s'agit du tonus musculaire, c'est l'activité physique. Donc, plus vous faites d'activité physique, plus vous renforcez vos ligaments, plus vous donnez du tonus à votre muscle, plus vos articulations seront stables. Voilà. Nous le savons ceci parce qu'il s'agit, on est dans le domaine du sport. Et à travers ça, on peut voir l'utilité de l'activité physique. Bien. Vous voyez, aussi ici, ce sont, lorsque vous prenez un ligament qui va partir de ce bout ou là-bas, si le ligament est posé directement sur l'os, les mouvements du ligament sur l'os risque à la longue d'user le ligament. Parce que le frottement, il n'y aura pas un amorti, quelque chose pour amortir ce frottement. Et alors, ça c'est Dieu qui a mis, entre le ligament et l'os, il y a un petit coussin là, ce que vous voyez en vert. Ça, c'est un petit coussin qui réduit le frottement de l'os, du ligament sur l'os. Ce coussin là s'appelle les bourses séreuses.
Et ces bourses séreuses facilitent le mouvement et aident aussi à la stabilité de l'articulation. Donc, la plupart des articulations que vous allez voir, voici un ligament par exemple. Et vous voyez que entre l'os et le ligament, il y a une bourse séreuse. Donc c'est comme un coussin, parce que imaginez, vous avez rasé totalement la tête, vous portez une marmite, les marmites en aluminium là, remplies d'eau, vous posez directement sur la tête. Imaginez, est-ce que c'est confortable? C'est pour ça que même au village, vous voyez les mamans, elles font toujours un petit coussin, que ce soit en herbe ou en tissu, pour poser justement les bourses séreuses jouent sur leur entre le ligament et l'os. Et au niveau du mouvement, ça devient moins douloureux. Ceci participe aussi des rhumatismes parce que quand ça s'use, le ligament va toucher l'os et à chaque mouvement, ce sera douloureux. Vous voyez, c'est pour ça que certaines personnes âgées, lorsqu'elles ont le rhumatisme, à chaque mouvement, elles se plaignent dans l'articulation fait mal. C'est dû à l'absence de bourses et autres éléments qui facilitent le mouvement de l'articulation. Donc voici les types de synoviales, donc les types d'articulation mobile. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque schéma là-bas vous donne les sous-types d'articulation. Donc dans l'articulation synoviale et l'articulation mobile, il y a encore 6 sous-classes. Et voilà, les articulations planes, électrophréennes, les condylaires, les sphéroïdes, ce sont les 6 sous-classes des articulations mobiles. Et chaque schéma ici vous indique comment se présente ne serait-ce que la surface articulaire de chaque sous-classe de ces articulations. Voilà le schéma qui est repris ici, ce schéma-ci. Ceci, c'est ça qui est repris sur cette page. Vous puissiez encore bien voir, c'est plus grand ici. Alors, c'est un mouvement des articulations. C'est ici que ça devient encore davantage intéressant. Vous voyez, lorsque vous faites ça, ceci est un mouvement de glissement du poignet. Glissement du poignet. Donc, à ce moment, l'avant-bras fixe, c'est voilà, c'est un mouvement de glissement. Et ceci, vous voyez, lorsque vous faites ça, c'est l'hyper-extension du cou. Lorsque vous faites ça, c'est la flexion du cou. Donc, le mouvement de flexion, extension, mais lorsque vous tirez plus tôt, c'est l'hyper-extension. Voilà. Tout comme au niveau du tronc, il y a la flexion du tronc lorsque vous ramenez votre tronc sur les cuisses. Il y a l'extension lorsque vous ouvrez. Il y a l'hyper-extension. L'hyper-extension. La flexion du genou. Vous voyez là, le talon vient vers le fessier, vient vers le glutéal. Ça c'est la flexion. Et l'autre c'est l'extension. Et même au niveau de regardez la position. Ceci et ça. Ceci et ça. Et il y a des mouvements qu'on observe seulement dans le plan sagittal, qu'on observe bien dans le plan sagittal. Parce que si vous êtes à une certaine distance et que je fais la flexion du genou, vous risquez de ne pas voir. Mais si je suis dans le plan sagittal et je fais ce mouvement, vous pouvez facilement apprécier. Donc les mouvements de flexion et d'extension sont observables dans le plan
sagittal. Flexion et extension, plan sagittal. Bon, on continue avec ces mouvements et les photos vous disent. Regardez au niveau du pied, lorsque vous tirez les orteils vers le bas, il s'agit de la flexion plantaire. Lorsque vous tirez les orteils vers le tibia, il s'agit de la dorsiflexion. Je vais vous poser cette question-là à l'examen. Je vous dis déjà, sur le piège. Je vais vous demander de m'expliquer certains mouvements. Voilà. Alors, il y a des mouvements de rotation. Le mouvement de rotation, c'est autour d'un axe. Par exemple, si je suis là, je tourne, ça donne l'impression qu'il y a un axe qui me traverse. Et ça, c'est un mouvement de rotation. Lorsque je fais ceci, c'est un mouvement de rotation de la tête. Rotation de la tête. Mais quand je fais ça, ce n'est pas un mouvement de rotation. Si je fais ceci, ce n'est pas un mouvement de rotation. C'est un mouvement de circonduction. Mais si je fais ceci, c'est un mouvement de rotation du bras. Là. Donc, il va falloir très bien, à la fin du document, tous les mouvements là sont là avec leur description. Il va falloir distinguer une rotation d'une circonduction. Voilà. Si je veux faire la rotation de ma jambe, c'est ce mouvement. C'est la rotation. Mais si je fais ceci, c'est une circonduction. Circonduction. C'est aussi la circonvolution. Hein? Circonvolution. Non, circonduction. Regardez, c'est bien, c'est facile, je n'ai pas de trait. C-I-R-C-U-M. D-U-C-D-I-O-N. Circonduction. Voilà. C'est un mouvement dont le membre qui effectue le mouvement va former un cône. Vous voyez, quand je fais ceci, ça forme un cône. Mais une rotation, c'est autour d'un axe. D'un axe. Une rotation. Il y a des mouvements spéciaux. Au niveau de la main, ceci, lorsque vous retournez le pouce vers l'extérieur et la paume est ouverte, si c'est vers le haut comme ça, on va dire le mouvement de supination haute. Si c'est en bas, c'est le mouvement de supination basse. Là, je suis en supination. Je suis en supination. Mais quand je retourne le pouce vers l'intérieur, ça c'est un mouvement de pronation. 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 Vous voyez, la paume de main regarde le sol. Ça c'est la pronation. Lorsque la paume de main regarde le ciel, c'est la supination. Et au niveau de la cheville, ça c'est les mouvements spéciaux. L'éversion et l'inversion. L'inversion, c'est lorsque je ramène ma plante de pied vers l'intérieur et j'essaie de regarder là. Ça c'est un mouvement d'inversion. Et lorsque je fais le mouvement complet, c'est l'inversion. On a parlé de la flexion plantaire, de la dorsiflexion, de l'inversion et de l'inversion. Ça sont les mouvements spéciaux de la cheville. Oui. Je vous écoute. Je n'ai pas bien suivi. Vous avez parlé de supination quand on regarde le ciel. Comme supplier, non? Supination. Les pouces sont à l'extérieur. Pronation. Voilà. Pronation, supination. La pronation est l'inverse de la supination et vice versa.
le mouvement de la mâchoire autour du maxillaire inférieur. Vous savez, lorsque vous ouvrez la bouche, il s'agit d'un mouvement d'abaissement du maxillaire inférieur de cette aussi. Ouvrir la bouche, c'est abaisser. Fermer, c'est élever. Abaissement élevé. Donc, si je peux vous demander, par exemple, d'ouvrir la bouche, je peux tout simplement vous demander d'abaisser votre mâchoire. Si je demande de fermer, je peux dire d'élever. Voilà. Il y a le mouvement de protraction et de rétraction. La protraction, les femmes, là, quand vous êtes fâchés, soit vous faites la bouche comme ça, vous tirez la mâchoire vers l'avant. Ça, c'est la protraction. Lorsque vous tirez vers l'arrière, ça devient la rétraction. Ce sont les mouvements de la mâchoire. Donc, protraction vers l'avant, rétraction vers l'arrière. Oui. Là, il parlé de protraction. Protraction, vous tirez la mâchoire vers l'avant. La rétraction, vous tirez vers l'arrière. En tout cas, quand vous vous fâchez souvent, ce qui est sûr, vous faites l'un pour l'autre. Oui. Je vous entends pas bien. Oui. Oui. Procrastination. Oui, je ne suis pas très fort en français. Merci de nous édifier. Ok. Ici, vous avez ce tableau qui résume un peu la classification des articulations. Vous voyez la classification structurale, fibreuse, cartilagineuse, ici synoviale. Classification selon la mobilité. Vous avez immobile, mobile, semi-mobile, légèrement mobile, semi-mobile et mobile. Vous voyez que la correspondance se fait sur ce tableau. Quand vous prenez la mobilité de la structure, bon, ici ce sont les caractéristiques qui sont communes. Donc, souvenez qu'on a dit qu'on fait cette articulation en tenant compte de deux grands types de critères, la structure ou bien la mobilité. Voici la structure, voilà la mobilité, le degré de mobilité. Donc, une fibreuse est une articulation immobile. Une cartilagineuse est une articulation semi-mobile. Et une synoviale est une articulation mobile. Donc, le tableau, si vous résume un peu tout ce qu'on a fait concernant la classification. Vous ne faites pas ça? Bon, en tout cas, je vais renvoyer. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Dans les vous aviez dit avec les mobiles. Mais là, on peut les classifications. C'est une erreur, c'est mimable. Regardez, on précise ici que les synchondroses sont pratiquement immobiles. Voici ça dans les cartilagineux, dans les articulations semi-mobiles. Dans les articulations semi-mobiles, il y a les synchondroses, il y a les cervices. Les cervices sont plus, si on veut voir le degré de mobilité, sont encore plus mobiles que ceux-ci. Mais tout ça, c'est dans la classe des articulations semi-mobiles. Voilà. Ça ressort une petite nuance dans la classe, mais ça ne sort pas l'élément de la classe. Voilà. Mais le tableau, je vais vous envoyer ça. Bien. Ceci, c'est un schéma de l'articulation de l'épaule avec tout ce qu'il y a comme ligament, voici les muscles, voilà, le omoplate, les bourses séreuses, et ainsi de suite. Ça, c'est le schéma. J'ai dit, je vais vous renvoyer comme ça. Ce sont les schémas. C'est-à-dire que j'ai choisi le mauvais corps, vous avez le schéma renvoyé. Vous allez prendre ce qui vous manque. Voilà. Ceci aussi, vous n'avez pas. Bien.
l'articulation du genou. Sauf qu'ici, bon, je n'ai pas abordé le péroné. Mais le péroné ne touche pas le fémur. Voici le péroné, le fémur là, qui ne touche pas le fémur. Vous voyez que le genou a beaucoup de ligaments. Ce qui est en blanc là sont les ligaments. Et ici, vous allez voir, ce sont les ménisques. Et ça, les ligaments croisés. En fait, quand les ménisques se cassent, ce sont les ménisques qui empêchent les os de balloter. Quand ça se casse, l'articulation perd aussi sa stabilité. Oui, il y a une question. Oui, le ministre. Je ne tiens pas le nom. Oui, je dis même avec la chirurgie, on remplace ça. On fabrique ça avec des matières synthétiques et on pose là-bas. On fabrique ça aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Parce que ceux qui ont vu ça, très souvent, ils sont allés soit en Tunisie ou en Europe, mais parfois en Afrique du Sud. Je n'ai pas encore les informations si ici au Cameroun, on peut déjà faire ça. Et après avoir remplacé, si vous faites la tête, non, tout au moins pour vous permettre de vous mouvoir tranquillement. Ce qui est sûr, vous n'allez plus retrouver le 100% de votre performance. Et en général, c'est pour ça que l'articulation du genou chez les sportifs, c'est une articulation très handicapante. Ça peut arriver, il y a beaucoup qui ont été dans leur carrière sur un problème au genou. Mais tout au moins, avec l'évolution de la médecine, on peut refaire tel que bon, vous n'êtes pas obligé de marcher avec une canne haute. Bon, certains sportifs sont quand même revenus. Mais ils n'ont pas pu reprendre un niveau d'avant. Voilà. Donc voilà le mouvement du genou, l'articulation de la cheville. Ainsi de suite, il faut parler de l'inversion, la dorsiflexion, ainsi de suite. Donc sur ce schéma, vous allez voir les différents mouvements de ces articulations. Ça aussi, vous n'avez pas? D'accord. Bien, ce que vous avez reçu à les dernières pages, ce sont les définitions des mouvements. Qui en a ça? Voilà. Il faut bien lire cette partie. Mais maintenant, pour les schémas, je vais compléter. Hein? Ne vous inquiétez pas. Au plus tard, demain matin, on va vous transmettre ça. D'abord, tout le document, c'est déjà. Voilà. Bien. Nous avons terminé. Je crois que vous avez compris, ne serait-ce que l'essentiel. Pour les détails, vous allez lire et nous serons toujours là pour vous apporter des compléments d'information. Et ce ne sera pas sorcier, il s'agira seulement dans ce contrôle continu de nous dire, enfin, nous voulons savoir si vous connaissez les autres et leur position dans le corps humain. Ou alors, où ces eaux-là se trouvent, si vous connaissez les autres. Donc, ce qu'on peut déjà dire de manière globale, qu'il s'agira de la connaissance des eaux et de leur localisation. Le sujet va essentiellement porter sur ce genre de choses. Tenez-vous, je ne vais pas vous demander de décrire un os ou un muscle, mais il s'agira de connaître les eaux et leur localisation. Plus tard, maintenant, à l'examen final, peut-être qu'on pourra ouvrir davantage. Donc, préparez-vous dans ce sens-là. Ok. Bon week-end à tous.